Le dinosaure dans The Tree of Life? Bon, c'est limpide. Les sourcils de Morgan Freeman dans Dreamcatcher? Ah, certains mystères doivent rester insondables. Le discours de l'architecte dans Matrix 2? Non. Non, le monde n'était pas prêt. Le bébé dans l'espace dans 2001? Enfin, c'était l'épisode précédent. Le couple de vieux flippants dans Mulholland Drive? Ok. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'ai rien compris. Et aujourd'hui on va parler de vieux qui font faire des cauchemars, de cauchemars et de suicides. Ouais. Et de lesbiennes. Ouais. Mulholland Drive est un film américano-français sorti en 2001 et réalisé par David Lynch, un cinéaste qui a accouché de pas moins d'une dizaine de films entre 1977 et 2006, dont un grand nombre de chefs-d'œuvre comme Eraserhead, consacré au thème de l'angoisse liée à la paternité, Elephant Man, et je vous défie de ne pas pleurer devant ce film, Dune, à conseiller à tous ceux qui voudraient voir Sting en slip, mais également Blue Velvet, Lost Highway, la série Twin Peaks ou encore Mulholland Drive, le film du jour. En plus d'être un réalisateur accompli, Lynch est également peintre, dessinateur, musicien et designer. À ce titre, on peut vous conseiller l'excellent documentaire sur Lynch intitulé The Art Life, où il nous raconte sa vie depuis son enfance jusqu'à la sortie d'Eraserhead, son tout premier long métrage. Son univers étant très graphique et mêlant difformité, violence, onirisme, érotisme et gore, on a décidé de contrebalancer tous les passages perturbants de cette chronique en y insérant un comédien jovial. Mais je digresse, revenons au sujet de l'émission du jour. Le film commence donc sur Mulholland Drive, qui est en fait une route très célèbre dans les collines d'Hollywood et que David Lynch affectionne particulièrement, ayant dit en interview qu'il ressentait toujours quelque chose de mystique lorsqu'il l'empruntait à la tombée de la nuit. Une jeune femme du nom de Rita se balade dans une voiture conduite par deux types louches qui visiblement lui veulent du mal quand soudain, un spot publicité de la sécurité routière fait son apparition. Rita se réveille dans le coltard, miraculeusement indemne, et redescend la colline en direction des lumières de la ville. Un peu plus tard, les deux policiers les plus dynamiques de la ville sont dépêchés sur l'affaire et commencent leur enquête, pendant que Rita s'arrête faire un somme dans le jardin d'un inconnu. On assiste ensuite à l'entrée en scène de notre second personnage principal, Betty, incarnée par Naomi Watts, une actrice britannique ayant joué dans une flopée d'excellents films. Betty est une jeune actrice un peu cucul-à-praline qui débarque à Hollywood et qui rêve de percer dans le milieu du cinéma. And now I'm in this dream place. Elle est accompagnée d'un couple de vieux vous voyez quoi, ils font flipper. Betty emménage dans sa nouvelle maison qui est, je vous le donne en mille, précisément celle où Rita a trouvé refuge la veille. D'ailleurs, fais gaffe, elle est sous la douche. Oh my, I'm sorry, my Aunt Ruth didn't tell me someone was gonna be here. Non mais, fais quelque chose, sors ou rejoins-la, mais elle s'en tamponne de ta tante. S'ensuit une scène qui nous introduit le personnage d'Adam, un jeune réalisateur en pleine production de son nouveau film et en proie avec une horde de producteurs belliqueux. Deux d'entre eux, visiblement italiens et mafieux, Pléonasme. font comprendre à Adam qu'il doit caster une certaine Camilla Rhodes dans le rôle titre de son prochain long métrage s'il tient à éviter les ennuis. This is the girl. Retour chez Betty, à qui Rita annonce qu'elle est amnésique suite à son accident de voiture de la veille. En fouillant dans son sac à main, les deux femmes trouvent une grosse somme d'argent liquide ainsi qu'une mystérieuse clé bleue. Rita se souvient alors qu'elle était en route pour Mulholland Drive lorsqu'elle a eu son accident. Suite des déboires d'Adam le réalisateur. On apprend que suite à son refus de caster l'actrice voulue par les producteurs, ces derniers ont décidé d'arrêter le tournage de son film. Devenu complètement blasé, il décide de rentrer chez lui pour surprendre sa femme au lit avec un type dont la coupe de cheveux ferait pâlir celle de JCVD dans Chasse à l'homme et qui le fout dehors à grands coups de tatane. Rita et Betty de leur côté décident de se rendre en ville pour téléphoner à la police et obtiennent la confirmation qu'un accident de voiture a bien eu lieu sur Mulholland Drive la nuit précédente. Elles décident de fêter ça avec un café lorsqu'un nouveau souvenir fait surface dans la mémoire de Rita, cette fois un simple nom. Diane Selwyn. Trouvant cette Diane dans l'annuaire, Betty appelle mais tombe sur la messagerie. Suite des déboires d'Adam le réalisateur. Viré de chez lui, Adam s'est caché dans un hôtel miteux en centre-ville. Il apprend que ses comptes en banque ont été fermés. Il est sur la paille. Téléphonant à son assistante, elle lui apprend qu'un homme appelé le Cowboy souhaite le voir et pourrait éventuellement l'aider. Adam accepte la rencontre et se rend au point de rendez-vous.
Le cow-boy s'avère être du même côté que les producteurs italiens. Il lui fait doucement comprendre qu'il va devoir accepter cette actrice dans son film s'il veut que sa vie reprenne un semblant de normalité. Le lendemain, Betty se rend à sa première audition après avoir préalablement répété la scène avec Rita. Elle est accueillie par une partie de l'équipe du film en question, comprenant un réalisateur qui... enfin, un artiste quoi. Don't play it for real until it gets real. Il ne faut pas jouer la scène. Il faut la vivre. Oh. Comment dire... C'est dégueulasse. Voilà. Revenons-en plutôt à Adam pour la suite de ses mésaventures. On le retrouve en plein casting pour le fameux rôle principal de son film. L'actrice pistonnée par les producteurs italiens, Camilla Rhodes, fait son entrée. This is the girl. Betty, accompagnée sur le plateau de tournage par une directrice de casting à ce moment même, croise le regard d'Adam. Mystérieusement, elle prend peur et s'enfuit. Plus tard, Betty et Rita se rendent chez la mystérieuse Diane Selwyn, dont elles ont trouvé l'adresse dans l'annuaire. Comme personne ne répond à la porte, les deux nanas se décident à entrer par une fenêtre et... Maintenant persuadée qu'elle est en danger, Rita se fait un petit changement de look pour passer inaperçue grâce à l'aide de Betty. You look like someone else. Si tu vois ce que je veux dire. Le soir venu, le rapprochement que l'on a décelé entre Rita et Betty mène à l'inévitable scène de plumard de milieu de film. Lynch en profite au passage pour signer l'une des scènes de sexe lesbien les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Au milieu de la nuit, Betty est réveillée par Rita qui parle dans son sommeil. Silencio. Go with me somewhere. Elle décide de se rendre en ville et voilà, un cadreur narcoleptique. Dans un théâtre appelé Silencio, les deux femmes assistent à une des représentations artistiques les plus cheloues de tous les temps. It is an illusion. Bon, ok, très bien, hein, le mec disparaît, pas de problème, hein, ça devait être une représentation de magie, je sais pas. S'ensuit une prestation de chant des plus touchantes qui d'ailleurs tire les larmes à Rita et Betty. Toutefois, au moment culminant de la chanson, la chanteuse s'effondre et on se rend compte que ce n'était qu'une illusion, un playback. Fouillant dans son sac à main, Betty y trouve alors une mystérieuse boîte bleue. Comprenant que la clé bleue trouvée plus tôt dans le sac de Rita doit pouvoir ouvrir cette boîte, les deux femmes se précipitent chez Betty. Et là, quelque chose de très étrange se produit. Betty disparaît sans crier gare, comme ça, d'un seul coup. Rita se décide quand même à ouvrir la boîte, dont le fond est d'un noir insondable. La caméra pénètre alors dans la boîte et Rita disparaît à son tour. Time to wake up. On découvre alors Naomi Watts qui se réveille avec la tronche carrément enfarinée dans ce qui est visiblement la maison de Diane Selwyn. D'ailleurs, Naomi Watts est maintenant Diane Selwyn. Come on, Diane, it's been 3 weeks. On comprend alors que tout, absolument tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant n'était en réalité qu'un rêve de Diane qui fantasmait à la fois sa relation avec Rita et son métier d'actrice. On assiste ensuite à une série de flashbacks montrant la réalité de la vie de Diane et les divers détails qui ont inspiré son rêve. Dans le monde réel, Diane sortait avec Rita, qui s'appelle en réalité Camilla et qui est elle aussi actrice, mais cette dernière l'a trompée avec Adam, le réalisateur, entraînant ainsi une rupture douloureuse dont elle ne se remet pas. Ce qui explique probablement pourquoi Adam prend tellement cher dans le rêve de Diane. Oui, c'est une forme de revanche. Quelque temps après la rupture et avant son rêve, Diane a été invitée à une soirée sur Mulholland Drive par Camilla. Diane s'y est rendue en voiture, faisant ainsi un beau miroir avec la scène d'ouverture du film. Au dîner, on comprend que Diane est en réalité une actrice ratée, enchaînant les rôles secondaires, tandis que c'est Camilla qui est sous le feu des projecteurs. Plus le dîner progresse, plus la scène devient insoutenable pour Diane qui est contrainte d'observer stoïquement Camilla roucouler avec Adam. C'est là que Diane décide d'engager un tueur à gages pour assassiner Camilla. Une fois le meurtre commis, c'est là que Diane fait son rêve et, à son réveil, elle perd complètement pied. Attaquée par le couple de vieux flippants du début du film, elle se saisit d'une arme à feu et se tire une balle dans la tête, mettant ainsi fin à ses souffrances, et Mulholland Drive de David Lynch se termine sur un silencio rendant hommage au mépris de Godard. Bon, comme on l'a dit, le film nous raconte l'histoire de Diane, jeune femme ayant échoué à Hollywood et dont le cœur est brisé par la femme dont elle est amoureuse, Camilla. Consumée par le désespoir, elle décide de la faire assassiner puis met fin à ses jours dans un accès de folie et de culpabilité. La majorité du film est consacrée au rêve hallucinatoire de Diane, où Lynch s'amuse à placer des indices plus ou moins subtils destinés à mettre la puce à l'oreille au spectateur. Lorsqu'on y prête attention, toute la séquence du rêve paraît forcée, donnant une vision naïve du monde d'Hollywood et des relations humaines. Tout est trop parfait, beaucoup trop lisse. Les costumes, la coiffure de Betty, sa joie de vivre constante, sa rencontre forcée avec Rita, tous ces aspects tendent à rendre le spectateur inconfortable. Certaines scènes ont même été redoublées par les acteurs, comme celle qui nous introduit Betty, afin de donner ce sentiment que quelque chose ne colle pas. Okay, Irene. Won't that be the day? On peut également citer cette scène au début du film qui nous montre un point of view de Diane dans son lit, ou encore ses différentes répliques. And now I'm in this dream place.
I had a dream about this place. It is an illusion. Time to wake up. On peut également parler de la scène des deux hommes au restaurant au début du film, assez déconnectée du reste de l'histoire mais qui n'est toutefois pas là sans raison. On y suit un homme qui raconte un de ses cauchemars à un autre, puis qui se rend progressivement compte que son cauchemar est en train de se réaliser sous ses yeux. C'est une métaphore du film entier, un avertissement de Lynch au spectateur qui nous indique par là que le réel et l'imaginaire vont se confondre dans son histoire. Dans un registre similaire, la scène du tueur fonctionne de la même manière qu'un cauchemar. Une suite d'événements complètement improbables se produit, et à chaque fois que le personnage tente de résoudre un problème, la situation empire, donnant un sentiment d'impuissance et une scène plutôt comique au passage. Il faut noter que cette scène se déroule à l'intérieur du rêve de Diane, ce qui montre sa crainte d'avoir engagé un incapable qui ne saurait mener sa tâche, à savoir tuer Camilla, à bien sans laisser de preuves menant à elle. Une fois que l'on a compris ce que nous raconte en réalité le film, on remarque que tout n'est que symbole et on peut s'amuser à les chercher et à en comprendre le sens. La boîte bleue par exemple, elle sert de lien entre le monde du rêve et le monde réel. On peut même dire qu'elle contient le monde réel puisque c'est en y entrant que les personnages sortent du rêve pour revenir à la réalité. Au passage, la petitesse de la boîte incline à penser que l'imaginaire est bien plus vaste que ce que le réel a à montrer. Cette boîte bleue peut être mise en opposition avec le drap rouge sur lequel Diane fait son hallucination. Celui-ci symbolise alors l'entrée dans le monde du rêve. D'ailleurs, la boîte apparaît au club Silencio dans le sac à main de Betty quand elle est mise face à l'évidence et se rend compte qu'elle vit dans un rêve. Un autre symbole à noter est celui de l'abat-jour rouge. Il est présent, dans le rêve, chez le mafieux qui a commandité la tentative de meurtre sur Rita, tandis que dans la réalité il est présent chez Diane, signifiant ainsi que c'est bien elle qui souhaite la mort de Camilla. Le couple de vieux flippants qui apparaît à plusieurs moments du film peut représenter quant à lui la conscience de Diane. Ils sont présents au début du rêve et laissent Diane, alors appelée Betty, seule à voguer dans ses songes, et reviennent à la charge lors de la scène finale du film, au moment où Diane se suicide à cause justement de sa mauvaise conscience. Pour aller plus loin dans l'analyse du film, on vous conseille le documentaire français Retour à Mulholland Drive, ainsi que la vidéo de Nerdwriter consacrée à la scène de l'audition de Betty. Bref, malgré son apparence décousue et difficilement pénétrable, Mulholland Drive cache une histoire tragique et une grande richesse de symboles et d'émotions. Le film nécessite probablement plusieurs visionnages pour être totalement apprécié. Ce qui veut dire qu'il s'est probablement planté à sa sortie, non ? Et bien justement, pour une fois, le film fut à la fois un succès critique et commercial, rapportant un peu plus de 20 millions de dollars pour un budget estimé à 15. Comme quoi, tout est possible. Il a été récompensé, entre autres, par le prix de la mise en scène à Cannes en 2001 et le César du meilleur film étranger en 2002. Alors pourquoi il reste aussi vaporeux pour beaucoup de monde ? Finalement, on pourrait dire que ce qui dérange le spectateur lors du visionnage d'un film comme Mulholland Drive, c'est que le propos est dilué et de nombreuses intrigues mineures sont laissées incomplètes. Lynch va souvent lancer des idées de développement en détour d'une scène pour ne pas les terminer, et ça peut rendre ces histoires un peu fouillis aux yeux de certains. On peut prendre comme exemple la somme d'argent que trouve Rita dans son sac à main et dont on ne fait plus mention par la suite. C'est parce que Lynch est plus concentré sur le ressenti du spectateur que sur la cohérence de son histoire. Il pense le cinéma comme la musique, c'est-à-dire un art qui s'adresse avant tout aux sentiments de l'audience et non à son intellect. Et au final, on s'en fout de savoir si Rita a volé l'argent dans une supérette ou si elle a juste fait un gros retrait au distributeur. If there's problems understanding, it's the intuition that saves us. Si un film où chaque scène et chaque ligne de dialogue sert son intrigue peut être qualifié d'intelligent, ça ne suffit pas à en faire un bon film. A l'inverse, un bon film n'a pas besoin d'une structure précise pour servir son propos. La qualité d'un film, comme de n'importe quelle œuvre d'art, se mesure à la fois à la virtuosité de l'artiste, ainsi qu'à la capacité de l'œuvre elle-même à nous faire ressentir des émotions. Et pour ce qui est de faire ressentir des émotions, David Lynch est grand. Comme ma vie.